Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Chess.me. Je vous propose le bilan de mon entraînement pour le mois de décembre 2017, donc c'est le 23e mois d'entraînement, et sur les 86 que comprennent ce projet. Alors, petit rappel, puisque je dis projet, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un témoignage filmé que je vous propose sur cette année entière d'entraînement que j'ai décidé de consacrer aux échecs. Donc les vidéos sont centrées sur l'entraînement uniquement, il ne s'agit pas de technique échiquéenne, il ne s'agit pas d'analyser des parties. Et je vous propose un suivi mensuel. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne, vous aurez remarqué que le suivi il est un peu aléatoire, puisque le début du mois est passé depuis un petit moment, mais c'est parce que je manque de temps aussi, et j'essaye au moins de faire un bilan par mois. Donc là, voilà le bilan à fin novembre, en fait, que j'appelle le bilan de décembre, début de décembre. Donc après presque 2 ans d'entraînement, on finit, ça va être le dernier mois, ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mois-ci? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau, ce que je regarde, c'est ce que je vais avoir fait au niveau de l'entraînement, au niveau de la pratique, et ce que je dois améliorer. Donc, l'entraînement, déjà sanctionné par le Hello, bon, au niveau de chess tempo, ça ne bouge plus trop, il y a eu un bon progrès. Euh, donc, c'est la résolution de problèmes, tout simplement, de puzzles sans limite de temps. Euh, J'avais bien progressé le mois dernier, là pour l'instant je stagne un peu, mais j'en ai pas fait beaucoup non plus sur Chess Tempo, j'en ai fait d'autres, je vais vous en parler. L'e-chess tactique, c'est pareil, sans temps limité. Euh, Par contre, l'effet marquant sur l'entraînement, ben, c'est surtout la compétition en fait, euh, qui a commencé. Alors excusez-moi, je perds un peu les pédales, parce que ça, c'est pas forcément un fait marquant sur l'entraînement, mais effectivement, un peu moins de temps pour l'entraînement parce que beaucoup plus de compétitions réalisées. Alors aujourd'hui, en termes de classement FIDE, je suis à 2070, mais ce sont des réminiscences de mon ancien classement, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus haut, il était à 2100, il va descendre, je pense encore, un moment jusqu'à atteindre le niveau qui sera vraiment mon niveau de départ, puisque vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai repris après une longue période d'activité, donc il va falloir déjà que mon Elo se positionne là où est réellement mon point de départ, que je ne connais pas forcément aujourd'hui. Mais il va être plus bas que ça de toute façon. Mon classement rapide, lui, curieusement, il serait plutôt plus élevé, puisque j'avais sur mes classements FFE un rapide à 2140, avec de la pratique, là vraiment assidu depuis plus d'un an. Et donc, avec une seule compétition feed un peu ratée, il est à 2067. Mais bon, le but, ce sera quand même le niveau en lent. Et puis tous ces classements-là, encore une fois, sont pas très importants aujourd'hui. En fait, je sors de la période de préparation pour aller vers la compétition. Les classements, c'est pas aujourd'hui que c'est important. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est de pratiquer. En lichess, je joue toujours beaucoup sur lichess des parties lentes. J'ai un classement aux alentours de 2230. Alors, j'ai pas mis à jour, ça va être 2220 aujourd'hui, vous voyez, mais enfin bon, on est dans ces eaux-là. Les résultats notables de la pratique en compétition, donc j'ai joué en Critérium As et en National 2 avec beaucoup de défaites en fait, pour tout vous dire. Euh, Beaucoup de défaites, mais quand même des points positifs. Alors, les points positifs, c'est que très très souvent contre mes adversaires qui étaient systématiquement entre 2000 et 2200, enfin même 2300 d'ailleurs, 2280 je crois pour le plus fort, ou 70, je sais plus. Peu importe, enfin en tout cas, j'obtiens toujours des positions supérieures, c'est-à-dire l'ordi, il les aime bien, plus 1,5, plus même parfois 2. Par contre, ce qui est moins bien, c'est que pour l'instant, je gère très très mal la durée de la partie. Euh, le stress lié à la pendule, et je finis par gaffer en fait, ou par laisser filer ma chance. Donc dans le meilleur des cas, ça s'est conclu par une nulle. Dans les autres cas, ça s'est conclu par des défaites. Mais en fait, là où j'ai eu 4 ou 5 défaites, j'aurais pu avoir peut-être 3 points ou 3 points et demi, vous voyez. Donc euh, tout est relatif en fait. Est-ce que je me suis fait massacrer par un rouleau compresseur et j'ai rien vu, ou est-ce que j'avais la main, j'ai pas réussi à conclure et j'ai perdu le fil? Et en fait, je suis plutôt pour l'instant dans ce second état. Alors évidemment, c'est pas satisfaisant, mais ce qui est bien, c'est de s'en rendre compte et donc de mettre en place des éléments qui
qui vont me permettre de lutter contre ça. De toute façon, c'est quelque chose qu'on connaît tous. On perd tous des parties gagnées, on gagne tous des parties perdues aussi. Pour l'instant, je fais que perdre des parties gagnées ou perdues. Mais bon, voilà, c'est entrer dans la compétition et il va falloir prendre ses marques, quoi. C'est pas la même, c'est pas comme l'entraînement, c'est pas comme à la maison. Et c'est une nouvelle chose à apprendre. Mais je suis bien content d'avoir attendu avant de m'y présenter, parce que moi, j'ai pas cette déception technique que j'aurais eu d'entrée de jeu en jouant n'importe quoi. Là, je joue des vraies parties d'échecs et il m'arrive de perdre le fil. Et c'est là que ça se passe mal, mais je suis dans le jeu et ça c'est très très important pour le moral en fait. Il y a plusieurs façons de perdre aussi. Voilà. J'ai quand même battu un joueur à 2100, puisque forcément, sur la masse, de temps en temps, on peut avoir un résultat. Donc, sur une partie où, pour le coup, j'étais pas forcément formidable, c'était équilibré, et par contre, j'ai bien joué la finale. Donc ça veut dire qu'il y a moyen, quoi, en fait, hein, tout simplement. Ensuite, les points améliorés. Alors, je mets le calcul. C'est pas que je sois spécialement mécontent de mon calcul, mais euh, je ne veux pas perdre de vue, et je pense que c'est important pour tous les joueurs, pour vous aussi, que les joueurs les plus forts que nous, ceux qu'on considère être plus forts que nous, avant tout calculent mieux que nous. On s'en rend compte, ils sont plus forts en technique, ils sont plus forts en tactique aussi, ils calculent mieux. Et donc, quand on parle de points améliorés, quand on veut progresser aux échecs, je pense qu'il faut toujours mettre le calcul en point numéro 1. D'abord, mieux calculer, ne plus faire d'erreurs de calcul, mieux voir le jeu, etc. La vision, c'est un point important que j'ai découvert grâce à l'erreur radar, dont je vous ai parlé dans le compte-rendu du mois précédent. La vision, c'est super important. C'est est-ce qu'on arrive à se représenter le jeu après une variante pour être capable de l'évaluer correctement et être capable de se faire une idée de ce qui va se passer. Puisque quand on compare plusieurs candidats, forcément on doit se représenter les situations résultantes de ces candidats à la profondeur de calcul qu'on est capable de calculer. Et il faut donc avoir une belle représentation mentale de l'échiquier pour être capable d'évaluer les résultats. Il m'est arrivé, je l'ai vu dans pas mal de parties, de bien calculer les variantes, mais finalement je croyais que la variante menait à une situation mauvaise ou bonne, et je me trompais. Quand j'ai posé sur l'échiquier la variante, je me suis rendu compte que ce qui me faisait peur, vous voyez, ça peut être, il va rentrer, enfin, mon adversaire va pénétrer sur la 7e rangée par exemple, je ne vais pas pouvoir gérer ses menaces, etc. Et en fait, en regardant l'échiquier en vrai, je me rendais compte que malgré tout, c'était solide et il ne fallait pas craindre ces fantômes en quelque sorte. Voilà. Donc la vision est forcément un point à améliorer. Et là, je vais chercher des moyens à travailler sur la vision, d'améliorer la vision, pardon. Le processus toujours, puisque j'en ai parlé plusieurs fois, j'essaye d'adopter un processus rigoureux de réflexion pendant la partie, mais le stress, le déroulement de la partie, les événements font qu'on a tendance parfois, et je pense que vous êtes comme moi aussi, à dévier de cette situation idéale qu'on souhaiterait, et finalement on pense tout à fait différemment, et très très vite on reprend ses mauvaises habitudes. Donc j'ai notamment identifié que la recherche, qu'il fallait que je travaille plus sur l'identification des candidats sur une position, des coups candidats, et sur les vérifications avant de jouer, ça c'est essentiel. Il n'y a rien à faire, j'arrive encore à jouer des gaffes parce que je n'ai pas vérifié mon coup. Quant au candidat, c'est plutôt essentiel, puisque si euh, si vous souhaitez mieux jouer, ça veut dire jouer parfois des coups que vous n'auriez pas joué avant. Et donc, il faut être capable d'identifier ces nouveaux coups, et c'est justement par les candidats que ça va passer. Il va falloir élargir le scope et trouver les bons candidats, être capable de les évaluer correctement pour jouer des coups que vous n'auriez peut-être pas joué avant. Donc voilà, pour moi, cette partie candidat est importante, j'en ai raté pas mal, et évidemment les vérifications, mais ça on le fait tous, je crois, on rate toujours des vérifications, il faut... alors, ce qui est bien aussi avec la méthode d'analyse de partie sur l'erreur radar, c'est que, enfin que je vous propose dans le compte rendu précédent, c'est que c'est pas forcément que sur des erreurs que on va se rendre compte de mauvais fonctionnement. Par exemple, ces vérifications, il m'est arrivé de jouer un coup qui n'était pas une erreur, mais après mon coup et une fois mon coup posé sur l'échiquier, je me suis rendu compte de certaines conséquences que je n'avais pas considérées. Et ça, pour moi, c'est une erreur, parce que ça peut être grave en fait. On a de la chance quand ça se passe bien, mais c'est bien de pouvoir l'identifier grâce à l'analyse post-mortem, vraiment à chaud, en disant j'ai joué ce coup, et en fait, pendant la partie, j'ai sursauté parce que je ne m'attendais pas à telle ou telle conséquence que j'ai découverte après. Donc, ça, c'est pour moi un problème de vérification ou d'identification de menaces adverses, par exemple. Donc, ce sont des choses à améliorer. Alors, la psychologie,
je l'ai dit, début de la compétition, on rentre dans un autre monde. Les joueurs qui sont là pour se battre, sont des joueurs classés feed, assez bien classés, d'un bon niveau, qui ne lâchent rien, qui veulent absolument gagner. En plus, je fais des compétitions par équipe, donc c'est des gens qui veulent gagner pour leur équipe, tout le monde regarde, donc il y a plein de choses en fait. Je passe du petit environnement feutré de la maison où je jouais sur Internet, en situation réelle certes, euh, mais très confiné dans un environnement sécurisé. Et là, je me retrouve dans les compétitions par équipe où pas mal de gens ont vu les vidéos de Chess.me, donc sont intéressés par venir voir ce qui se passe sur mon échiquier. Donc déjà, ça tourne autour. Il y a la pression de l'équipe, du résultat, l'adversaire, c'est très différent. Donc ça, il faut que je m'y habitue aussi. Donc c'est juste, je pense, en jouant que je vais devenir à l'aise avec ce paramètre. Pourquoi je vous parle de la différence avec le confort à la maison, c'est que j'ai pu le mesurer, pardon. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à des moteurs d'analyse, évaluer la pertinence ou la précision de son jeu. Et je me suis rendu compte que mon jeu était beaucoup plus précis à la maison qu'en compétition. Et donc ça, c'est très intéressant, puisque je sais donc que j'ai un problème. Là, c'est la même tête, c'est la même personne qui joue. Donc j'ai un problème avec la situation. C'est le seul événement qui change, c'est la situation. Donc il va falloir que je m'adapte à cet environnement de compétition et pour pouvoir faire des progrès sur mes parties en compétition. Alors il y a l'environnement, il y a la gestion du temps aussi. La pendule, ce ne sont pas des cadences auxquelles finalement j'ai l'habitude de jouer. J'ai fait beaucoup de 30-30 ou de 45-45. Et puis encore une fois, si on perd un 30-30 sur Lichess, c'est pas très très grave. C'est dans un open personnel, quasi anonyme. Bon, tout le monde s'en moque. Quand on perd une partie en équipe, c'est plus gênant. Et donc, du coup, on peut être plus lent à se décider et la pendule devient un facteur vraiment de stress. Donc, il va falloir là aussi que je joue beaucoup sur ces cadences. Parce que curieusement, les 1h30 pour 40 coups de partie feed me semblent beaucoup plus courtes que mon 30-30 en lone wolf, par exemple. Alors que c'est beaucoup plus long. Donc, la gestion du temps, j'ai commencé déjà à travailler dessus. Euh, éviter le side note, être bien préparé sur mes ouvertures, etc. Mais c'est pas encore génial. Alors il y a la gestion du temps par rapport aux side notes, mais il y a aussi la gestion du temps par rapport à la durée de la partie, qui va durer pour le coup entre 3 et 5 heures. Et ça aussi, j'ai pas l'habitude. Et comment rester concentré pendant 3 et 5 heures. Je me suis rendu compte aussi que c'était plutôt. Enfin, que dans ces 3 ou 5 heures, mes parties durent plutôt 5 heures en fait, parce que j'accroche aussi. Et je me suis rendu compte que il y avait une période dans ces 5 heures de jeu qui était un peu floue. Donc il faut que je vois comment je l'aborde, comment je la prépare. Est-ce que ça passe par l'hydratation, la nutrition, la décontraction, je ne sais pas quoi. Mais c'est vraiment intéressant d'analyser ses propres parties, même avec cette notion de temps. À quel moment on fait les erreurs. Pas seulement pourquoi, est-ce que j'ai raté une menace, est-ce que j'ai pas vérifié mon coup, mais aussi à quel moment. Quand c'est comme dans mon cas d'ailleurs, sur 3 ou 4 parties quasiment d'affilée, à peu près au même moment il se passe quelque chose, dans le temps, il est intéressant de se concentrer sur cette période et comprendre pourquoi. La pression, donc j'en ai parlé, hein, la pression de l'environnement, de l'équipe, etc. Et les transitions, c'est-à-dire que je vais par exemple très très bien jouer le début, d'abord parce que je le connais bien, j'ai un travail adapté sur les débuts, donc je progresse à ce niveau-là. Ensuite, du début au milieu de jeu, avec un plan, je vais peut-être être un peu moins précis juste au moment de la transition, ensuite je reprends la main, et puis il y a toujours un moment aussi où on passe en finale. Et je me suis rendu compte que j'avais un petit peu de faiblesse sur les premiers coups liés à cette transition. Excusez-moi. Et hey, donc voilà, pour vous ça a duré une demi-seconde, pour moi c'était un long appel, donc je sais plus trop où j'étais, mais oui, les transitions, justement. Ah super, ben voilà, je fais des progrès. Euh, Comment rester concentré quand on passe d'une phase qui s'est peut-être bien ou mal passée, se libérer des affects et reconsidérer la transition comme presque une nouvelle partie, une nouvelle position et avancer dans cette transition. On peut avoir eu un très bon début, sans mêler, se retrouver avec une finale un peu inférieure, et comment on se reconcentre pour essayer de sauver cette finale, ou inversement, on peut avoir eu un milieu de jeu très très difficile, et puis au final, la finale justement qui se présente va être plutôt favorable, et donc il faut changer son état d'esprit. Alors je suis très content parce que j'ai quand même un feeling, ça c'est important, je sens très très bien les périodes de transition, et quand je dis je sens très très bien, évidemment, en toute modestie, mais on peut continuer à jouer des coups en se rendant compte simplement beaucoup plus tard qu'on est arrivé ailleurs. Là, j'avoue que j'arrive très très bien à voir les moments de la partie et aussi ce qu'il faut faire à ces moments-là, donc ça m'aide. Par contre, je les gère pas forcément très très bien en termes de coûts. Donc je les sens venir,
mais je les joue pas forcément très bien. Et encore, pas toutes, hein, je garde des choses pour moi, mais c'est dans certaines situations, a priori, que j'ai pu identifier. Donc là, je vous renvoie vraiment vers l'analyse de vos parties au sens large, c'est-à-dire l'analyse des coups eux-mêmes, de la pratique, mais aussi donc de votre rapport au chrono dans ces parties, et tous les aspects psychologiques, la gestion des transitions, la gestion du stress pendant la partie, parce que la partie, c'est pas que sur l'échiquier, en fait, il se passe plein de choses ailleurs. Voilà. Ok, ça c'était pour ce qui s'est passé, on est à 15 minutes, donc j'ai pas envie de faire très long non plus. Transition à l'écran, est-ce que c'est possible? Voilà. Bon, ça c'est le suivi de mon évolution Elo, donc envers le Elo Lichess, hein, qui est évidemment surévalué. Mais c'est aussi intéressant parce que je dis que mon Elo Feed, donc, qui est en orange ici, bon bah évidemment il est stable pour l'instant, mon Elo Feed va descendre du fait de cette confrontation avec la compétition qui me pose problème. Mais je me dis aussi que mon niveau de jeu est quand même existant. Alors, si 2200 sur Lichess c'est 2000 en réel, j'ai quand même pas loin de 2000 en réel, vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc même si mon classement feed descend plus bas, et même beaucoup plus bas, je saurais, et d'ailleurs je le sais pour d'autres raisons aussi, que c'est lié à la gestion de la compétition, comme je l'ai dit sur la page précédente. Je le sais par d'autres moyens, parce que comme je vous ai dit, on peut aussi analyser ces parties avec un module et avoir une idée de la qualité du jeu qui a été produite. Et pour l'instant, je vois bien que la qualité de jeu produite en réel est inférieure à la qualité de jeu produite à la maison. Donc il faut que je gère ce nouvel environnement. Encore une fois, c'est pas très grave. Le niveau de jeu a progressé, c'était mon objectif. J'entre dans la compétition, c'est un nouveau monde qui part pour une nouvelle expérience qui va m'emmener 5 ans plus loin. Et on verra ce que seront mes classements dans 5 ans. C'est pas mon classement de janvier ou février 2018 qui compte aujourd'hui. Je vais m'adapter. J'ai collecté un peu de connaissances techniques. Je m'adapte maintenant à la compétition. Et ensuite, j'espère progresser. Voilà. Alors j'ai aussi les classements donc des résolutions de problèmes en vert clair, là, chess tempo classique. Bon, j'en ai pas joué beaucoup. Et mon classement rapide qui est, je pense, condamné à pas bouger beaucoup en bleu, là, bleu foncé, parce que les compétitions fil rapide, je vais pas en jouer beaucoup. La plupart des compétitions rapides que je joue sont des compétitions FFE. Qu'est-ce que je peux dire sur ces classements? Donc on est bon, toujours sur le train de progrès, rien de bien alarmant pour l'instant. Non, je vois rien à ajouter sur cet aspect Hello, sachant qu'il devient moins important pour moi, vous l'aurez compris, ça fait déjà 10 minutes que j'insiste, que l'aspect psychologique. Je crois que c'est vraiment que là, tout va se jouer dans les prochains mois en fait. Enfin, tout va se jouer. Il y a beaucoup à faire dans les prochains mois sur l'aspect psychologique. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je me permets une digression, puisqu'on est là pour papoter d'entraînement d'échecs, et qu'il n'y a pas tellement de chaînes qui font ça. Quand je dis le stress et la pression, il faut bien comprendre que quand je suis dans l'échiquier, je ne suis pas tremblant. Ça a été mes toutes premières parties comme ça où j'étais pas à l'aise. Hein. Oui, là j'étais tremblant, je perdais tous mes moyens, parce que j'avais peur, je voulais gagner la première partie. Mais d'abord, j'ai réussi à gagner ou à annuler des parties, bon, donc ça va. Et j'en ai perdu beaucoup, donc maintenant quand je m'assois, je suis même prêt à perdre, si vous voulez, c'est pas très grave. C'est-à-dire que je ne suis pas terrorisé, je suis même plutôt relax, je me dis je m'assois, je vais essayer de jouer une bonne partie, je vais essayer de prendre du plaisir d'abord, c'est ce qui compte. Prendre du plaisir, parce que si on fait une activité tout le temps et qu'on n'aime pas ça, c'est pas bon. Donc je suis plus dans cet axe-là, si vous voulez. Mon adversaire joue des coups, je dis c'est intéressant, il me propose un problème intéressant, comment est-ce que je peux le résoudre? C'est mon approche du moment, elle est peut-être pas bonne, mais en tout cas, elle ne me génère pas de stress apparent. Ça, c'est important aussi. Quand je dis gestion du stress, c'est pas, je suis totalement. Néanmoins, je vais voir la pendule tourner, je vais commencer à y penser, je vais accélérer le jeu, et c'est là qu'il y a un stress, si vous voulez. Voilà. Où je vais sentir qu'on me regarde ou qu'on regarde mon échiquier, et tout ça, je suis pas habitué. Donc c'est cette nature de stress, si vous voulez. C'est pas d'être tremblant, c'est des événements extérieurs qui viennent perturber la réflexion calme et brutale que je pourrais avoir à la maison, en fait. Voilà. Donc progression à Hello, bon, pas grand chose à dire sur ce point. Les classements sont plutôt stables ou toujours à peu près en progrès. Pourtant, j'ai l'impression d'oublier de dire quelque chose. Oui,
Je vous ai dit tout à l'heure que je faisais des exercices, un peu moins d'exercices en temps non limité. J'ai sur un second compte Lichess, j'utilise les problèmes et je les pose sur échiquier, je limite le temps à 3 minutes. Je mets c'est pas la pendule, je mets un bip sur mon téléphone au bout de 3 minutes, en fait un compte à rebours. Et j'essaie de résoudre le problème sur échiquier en 3 minutes. Et quand ça bip, je joue mon coup. Peu importe si j'ai trouvé ou non le coup, je joue celui que j'aurais joué réellement en partie. Et donc j'ai un classement comme ça qui est intéressant parce que c'est, je pense, proche de ma capacité à résoudre des positions tactiques euh, en partie réelle. C'est-à-dire je regarde une position et en 3 minutes, qu'est-ce que je vois? Est-ce que je vois quelque chose? Est-ce que je vois pas? Ce qui est à peu près le temps alloué quand on sent peut-être qu'il y a quelque chose et qu'on veut réfléchir un peu plus longtemps sur une position. Mais on n'y passe pas non plus 15 minutes, quoi, ou rarement. Sauf si vraiment on sent qu'il va y avoir une mise à mort. Mais ça c'est intéressant parce que en fait mon classement est assez proche finalement du classement Lichess que j'évoquais tout à l'heure. Il est à 2430 sur la résolution de problèmes sans limite de temps sur échiquier et 2300 et des poussières on va dire, ou peut-être 2300 tout juste en 3 minutes. Donc ça c'est un classement que je vais peut-être intégrer parce que lui m'intéresse. Je vais voir s'il fluctue. S'il bouge pas, bon, peu importe, mais il devrait bouger. Et voilà, c'est ça que je voulais dire en plus sur les classements Hello. J'ai quand même un classement là, que je suis, que je n'ai pas encore intégré à ce graphique. Dernier point, pourquoi je garde les deux exercices, sans temps limité ou avec du temps limité, et sur échiquier les deux, c'est parce que je pense que la résolution de puzzle en temps limité est très bonne pour les parties et pour le calcul, puisque c'est stressant, là aussi, il faut être capable de calculer, d'aller au bout de son calcul, et d'être précis, sans refaire sans arrêt le même calcul. Et les exercices en temps non limité sont intéressants, je pense, hein, pour améliorer la vision, c'est-à-dire qu'on va se projeter assez loin en profondeur dans les variantes, et donc on va devoir bien voir ces variantes, forcément, hein, plus il y a de coups joués, plus on s'éloigne de la vision immédiate qu'on a de l'échiquier, et donc plus on est dans la vision mentale de l'échiquier. Surtout quand il s'agit de tactique, c'est peut-être encore au dernier coup qu'il faudra trouver un coup subtil, donc il faut une bonne vision de l'échiquier. Donc je regarde les deux exercices, parce que je pense qu'il y en a un qui me fait travailler le calcul, et l'autre qui me fait travailler plus la vision. Voilà. Enfin, on verra si ça fonctionne, mais c'est comme ça que je le vois. Alors l'erreur radar, j'en ai déjà parlé, c'est sa révision un peu plus synthétique, celle que j'ai mis en place depuis le mois de novembre, donc où je vais identifier sur chacune de mes parties jouées, parties lentes, hein, s'entend, les problèmes liés aux connaissances, au calcul, à la vision justement, ou au processus de réflexion. Et donc j'ai 9 parties lentes jouées en novembre, ce qui est déjà bien, et en décembre j'en ai 5. Donc ces chiffres vont monter, hein, puisque on va voir après que je vais jouer plus, mais ça commence déjà pas mal. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que j'ai fait apparaître ces erreurs ici en pourcentage. Donc rien que le fait d'avoir identifié que j'avais un problème de vision et un problème d'identification de mes candidats, donc il manquait souvent des candidats, je fais des erreurs parce que j'ai raté le bon candidat, je n'y ai même pas considéré si vous voulez. Eh bien on voit que le mois suivant, en jaune, en décembre, le pourcentage de ce type d'erreur a nettement baissé. Donc par exemple, j'avais des problèmes de vision, on va dire je ratais 160%, donc quasiment une fois et demie par partie, ou allez, on va dire 2 candidats par partie, important, à des moments importants. Aujourd'hui, j'en rate plus qu'un, on est à 100%, donc par partie, une fois par partie. Donc c'est quand même 2 fois moins fréquent, ce qui peut être intéressant si cette tendance se confirme. Donc on voit la hauteur en fait des lignes qui montrent la propension d'erreurs que je fais dans ce domaine. Et on voit avec la couleur suivante, le jaune, si la tendance est à la baisse ou si elle est à la hausse. Et elle est à la baisse à peu près partout, sauf peut-être sur la partie vérification. Donc c'est vrai aussi que, alors c'est curieux, mais on voit qu'en novembre, je n'avais pas identifié la vérification comme étant mon problème principal. C'était vraiment, je rate des candidats et je vérifie pas non plus très bien mes coups avant de les jouer. Alors là, j'ai fait beaucoup plus attention à la vérification et je vais continuer, parce que c'est encore un peu élevé. Les candidats, il faut aussi que je continue, mais du coup, la vérification, là, je ne l'ai pas appliquée, donc, enfin, du moins, la tendance aussi paraît plus importante, puisqu'on voit que mes erreurs jaunes, donc mes erreurs de décembre, sont moins importantes que les vertes de novembre. Donc du coup, la vérification, même si elle est presque constante ou en légère augmentation, encore une fois, il s'agit d'un échantillon faible de parties, donc c'est pas forcément très significatif non plus,
ben, elle a un poids plus important maintenant, puisque les autres erreurs sont moins fréquentes, quoi, tout simplement. Donc, travail sur les candidats toujours, et travail de vérification. Les autres, les autres choses ne sont pas prioritaires aujourd'hui. Donc comme ça, voilà, je vais identifier chaque mois à peu près là où je suis plus faible, et j'espère que je vais améliorer, donc je vais avoir moins d'erreurs dans ce domaine, ce qui va faire apparaître d'autres domaines à travailler, que je vais essayer d'améliorer aussi, et ainsi de suite, de sorte à ce que tout soit, si vous voulez, un petit peu écrasé, et qu'il y ait de moins en moins d'erreurs par partie. C'est un peu l'idée. Alors, ici, c'est pas forcément des erreurs qui ont été jouées dans la partie, ça se traduit pas forcément par des points d'interrogation sur mes coups, vous voyez. Le fait de rater un candidat, c'est pas toujours très grave. C'est simplement quand j'analyse, je me rends compte que j'ai raté un candidat qui pouvait être intéressant, mais le coup que j'ai joué était correct aussi. Ce que je me reproche moi, c'est de ne pas avoir pensé à l'autre coup, vous voyez, par exemple. Pour les menaces manquées, ça peut être un peu plus embêtant, mais mon adversaire peut les manquer aussi, hein. C'est là aussi que je suis rassuré, parce que je le vois quand on fait des analyses sur les positions, j'ai vu des menaces que mon adversaire n'a pas toujours vues, en fait. Et ces menaces n'étaient pas non plus forcément mortelles, mais des coups plus puissants que ceux qu'il a joués parfois. Voilà, donc l'erreur radar, ben, en gros, semble pour l'instant, mais on est trop tôt, assez efficace, puisque le nombre d'erreurs baisse et les domaines ciblés sont également en baisse. Donc c'est un bon moyen d'évaluer à la fois ses faiblesses et l'effet de l'entraînement sur ses faiblesses. J'ai du mal à le dire, hein, mais c'était la bonne formulation. Alors, quoi d'autre? Les blocs d'entraînement. Donc vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui suivent, j'avais 3 blocs d'entraînement, technique, études, pratique, où je distribuais un petit peu mes exercices. Comme là j'ai une approche plus compétitive maintenant, j'ai légèrement changé ça. J'ai regroupé un peu ce qui était études et techniques dans l'apprentissage, donc je vais apprendre, ensuite je fais de la pratique et ensuite j'analyse. Et je pense que c'est aussi une bonne approche d'apprentissage, hein, c'est-à-dire quand vous avez un cours, vous suivez d'abord la théorie, on vous apprend des choses, ensuite vous tentez de mettre en pratique, et puis vous analysez ce qui s'est passé pour essayer de le comprendre et de l'améliorer la prochaine fois. Vous faites des exercices. Donc l'apprentissage, c'est toujours les ouvertures, ça, je fais toujours des répétitions sur mon répertoire. Alors c'est vrai que cette partie de la vidéo est peut-être pas forcément passionnante, mais ça rappelle aussi aux gens qui découvrent les vidéos ce que je fais concrètement dans mon entraînement, même si je l'ai évoqué sur l'erreur radar, etc. Bon, concrètement, l'apprentissage, des répétitions d'ouverture, mais pas très profondes. J'ai un répertoire qui n'est pas très profond, qui est plutôt adapté maintenant à mon style, parce que j'ai trouvé ce qui ne marchait pas, donc par élimination, je me suis peut-être l'inverse, ça marche mieux. Et effectivement, j'ai maintenant des ouvertures avec lesquelles je me sens bien. Et en plus, j'ai moins besoin d'aller fouiller plein de variantes ou des choses comme ça pour me rassurer, parce que je comprends ce qui s'y passe. Et même quand mon adversaire joue un coup un peu dérivé, eh bien, je m'adapte parce que je comprends le changement de situation, quoi. Donc, il y a encore évidemment sur la compréhension du jeu beaucoup de travail, mais j'ai la sensation d'avoir trouvé un répertoire qui correspond mieux à mon style et aux parties que j'aime jouer. Et j'essaye vraiment maintenant de le conserver au moins 6 mois pour. C'est d'ailleurs ce que j'avais fait sur les étapes suivantes. Après, j'avais une petite période de transition, mais au moins 6 mois pour ne pas non plus changer de variante tout le temps, parce que sinon on ne capitalise pas sur la connaissance. Donc je referai un bilan sur le répertoire pendant 6 mois. Pour l'instant, je l'apprends, je fais mes répétitions. Je fais pareil sur les finales types, donc des répétitions de finales type. Pour bien connaître les schémas, finale de tour, et j'ai vu que ça me servait en partie, ça j'en étais très content. Ça permet aussi d'identifier les positions à atteindre pour sauver la partie ou pour gagner la partie. Je suis des cours, entre guillemets, il y a plein de cours sur le web sur les finales, j'ai aussi des ouvrages, donc c'est ça que j'appelle cours en fait, hein. Je lis des recueils de finales et je réalise des exercices, donc des études, de résolution de problèmes de finale. Alors dans l'apprentissage, il y a aussi la partie puzzle, parce que pour moi, le puzzle, c'est l'apprentissage de la tactique. Donc les puzzles en 3 minutes, comme je disais tout à l'heure, pour bien identifier les patterns. C'est vrai que quand on limite le temps de réflexion, on limite souvent aussi la difficulté et la profondeur des problèmes. Du coup, on est sur des choses plus basiques avec des patterns, des schémas qui se reproduisent régulièrement. Donc ça permet d'apprendre et de réviser sans cesse les patterns, on va dire, assez basiques, ou les schémas basiques de tactique. Des puzzles plus longs, je l'ai dit, pour travailler la vision, donc ça c'est l'apprentissage de représentation de l'écran. Et un petit peu pour varier les plaisirs, puisque ces deux types d'exercices peuvent être lassants. Quand on fait toujours la même chose dans l'entraînement, c'est pas bon, il faut aussi varier. Donc parfois, je vais plutôt, au lieu de faire les exercices, enfin, plutôt que de faire des exercices tactiques sur l'e-chess, je vais faire que des exercices liés à la défense, que des exercices stratégiques. Ça, je les avais introduits le mois dernier, parce que c'est intéressant aussi de résoudre des positions
stratégique, il n'y a pas que le puzzle, ou que des finales. Ça, c'est l'aspect variété. Euh, ok. Néanmoins, les exercices proposés par Lichess, moi je les trouve intéressants parce qu'ils sont très variés. Il y a de l'attaque, il y a de la défense, il y a des finales, il y a du milieu de jeu. Enfin, ils sont très très variés, ils sont extraits des parties réellement jouées. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors que sur Chess Tempo, j'ai quand même l'impression qu'on est souvent un petit peu sur le milieu de jeu, sur des combinaisons euh, de gains de matériel. Enfin, ça m'a l'air moins varié. Mais bon, je peux me tromper, hein, ça dépend aussi de l'échantillon. De toute façon, il y a plusieurs milliers d'exercices, ça dépend de l'échantillon sur lequel on tombe. Voilà. Alors ça, c'est pour la partie apprentissage. Donc, je fais un bloc d'apprentissage chaque jour où j'essaye de réviser mes ouvertures, travailler sur les finales et résoudre des puzzles. Donc, il y en a pour à peu près 1 h 30 ici. Ah oui, évidemment, l'apprentissage de la stratégie. Donc là aussi, c'est des cours, soit cours web, soit des cours, encore une fois, des ouvrages. Je préfère les ouvrages, les livres. Hein. Les livres ont formé des générations de grands maîtres, donc ils pourront bien aider un amateur à gagner 2-3 points Elo. Voilà. Donc, c'est pas forcément très facile de lire, ça paraît plus simple d'allumer une vidéo, mais je pense qu'on est plus actif en lisant, en bougeant les pièces sur une tablette ou sur l'échiquier, et en essayant vraiment d'aller au travers de toutes les variantes, de comprendre les réflexions de l'auteur, euh, et de faire les exercices qu'on proposait dans les livres aussi. Ce qui n'est pas forcément vrai dans les vidéos qu'on voit sur le web, on est forcément très passif. Donc, j'appelle cours aussi la lecture, en fait. Hein, c'est un peu comme si on étudiait dans un livre en fac de médecine. C'est un peu pareil. Il faut réviser ses cours. Et bien la stratégie aux échecs, il y a des cours, ils sont dans les livres. Et si vous voulez enfin, moi, si je veux comprendre le jeu, il faut que je l'étudie. Voilà. Alors après la pratique, bah, donc pratique feed, je l'ai dit. Donc j'ai commencé à jouer en National 2 et en Critérium As. Donc là, c'est intéressant parce que c'est une opposition quasiment systématique de 2000 à 2250. Donc ça, c'est pas mal pour moi, même si les résultats, malheureusement, ne sont pas au rendez-vous. Et donc là, je vais commencer à jouer un ou même plusieurs Open par mois, puisqu'en région parisienne, on a la chance d'avoir des Open parfois de week-end. On n'est pas obligé de prendre des congés, il peut y avoir des Open de soir aussi. Donc je ne vais pas me gêner, je vais en profiter, je vais vraiment essayer de jouer un Open par mois. Donc souvent c'est du 5 ou 7 rondes, plus les parties nationales, on pourrait presque être à 10 parties par mois. Hein, et puis parfois j'aurai peut-être même 2 Open, donc ça va nous faire aller entre 100 120 parties à l'année, on va dire. Donc j'espère vraiment que, vous voyez, mes premiers déboires sur quelques parties jouées en équipe seront vite oubliés, dans le sens où je vais jouer beaucoup de parties. Et ça va me permettre d'avoir un beau matériel d'analyse et un beau matériel pour progresser aussi et relativiser totalement euh, euh, mes résultats, quoi, en gardant pour objectif de progresser dans les années futures, enfin de progresser immédiatement en vue des années futures et pas en me focalisant sur la perte de 20 points Elo sur une partie, quoi. C'est pas super important. Voilà. J'y vais un peu parce que comme j'ai très peu joué en feed, j'ai encore un coefficient 40. Enfin, tout ça c'est mathématique et ça m'intéresse pas de toute façon. Je vais jouer beaucoup et ça portera ses fruits dans quelques années. Voilà. Alors, la pratique, c'est évidemment, j'ai dit, les parties fines, et puis ce sera aussi l'entraînement, des parties d'entraînement. J'ai encore la ligue Lichess qui tourne avec le Lone Wolf 30-30, les Lichess 45-45. Ça, je vais le réduire, mais les saisons sont en cours, je vais les finir. Et à terme, je jouerai peut-être plutôt du parti rapide en entraînement, du 15-15 ou du 15-6, parce que je vais avoir beaucoup de parties lentes, et que comme je vais analyser toutes mes parties lentes, si j'en ajoute la semaine, ça va être très compliqué. Euh, donc j'en jouerai peut-être une, mais pas 2 ou 3 en ce moment. Je suis plutôt avec les chess series, elles sont 3 parties Lichess par semaine, du 1h30, du 45 et du 30. Ça fait beaucoup, et en plus il faut les organiser dans la semaine, ça prend du temps aussi sur l'apprentissage, donc je vais être content de réduire ça pour avoir plus de temps sur la partie apprentissage en fait, et garder la pratique pour les Open le week-end, les parties par équipe. Voilà. Et évidemment, toute cette phase de pratique, il va falloir l'analyser, donc analyser mes parties, pour les faire entrer dans l'erreur radar que je vous ai montré tout à l'heure, et analyser aussi les parties de grands maîtres. Alors, j'en avais déjà parlé, ça, mais ce que je fais chaque semaine, je récupère les parties d'actualité en relation avec mon répertoire. J'obtiens ainsi une vingtaine de parties qui m'intéressent, parce que dans mon répertoire, je ne vais pas regarder non plus forcément toutes les variantes, mais plutôt me concentrer sur les variantes les plus populaires, celles que je vais le plus rencontrer moi-même en partie. Et alors, je vais analyser ces parties, et ce que je viens de mettre en place, c'est une base de modèles.
avec un nombre limité de variantes et un nombre limité de parties modèles. Et je vais chaque semaine voir si la pratique constatée, les parties que je vais analyser de grands maîtres, méritent de remplacer une partie modèle que j'ai. Donc ça m'oblige à réviser mes parties modèles pour bien les connaître et voir si la partie que je suis en train de regarder est plus significative encore en termes d'impact et en termes de maîtrise des plans liés à cette ouverture. Et donc comme ça, je pense gagner en connaissance des positions qui découlent de mon répertoire et en connaissance aussi de parties en général. Et en plus, je serai au contact aussi de l'actualité. Donc ça, c'est une nouvelle approche sur l'analyse qui est excitante parce que ça varie toutes les semaines. Il y a beaucoup de parties à regarder, mais pas tant que ça, encore une fois, une vingtaine par semaine par rapport à son répertoire. Analyser en profondeur, peut-être pas une vingtaine parce qu'il y a beaucoup de parties qui ne sont pas jouées à fond, semble-t-il, mais quelques parties vraiment percutantes, celles qui accrochent l'œil, à garder. Et dans les modèles, je ne vais pas garder 20 parties. Il faudra toujours que j'ai à peu près 5 parties par variante, on va dire, et que un peu comme pour les académiciens, il faut qu'il y en ait un qui disparaisse pour qu'une nouvelle partie puisse rentrer dedans. Bon, enfin bref, voilà ma cuisine. Posez-moi des questions si c'est pas clair, j'ai pas l'impression d'être ultra clair. Mais ça va être un travail, enfin c'est un travail que j'ai déjà entamé et que je trouve assez intéressant. Euh, confronter l'actualité avec des parties modèles et voir quand l'actualité peut se substituer au modèle. Voilà, alors les axes de progrès pour les mois à venir, donc j'en ai déjà beaucoup parlé. Il y a les axes stratégiques évidemment, ça toujours, il faut apprendre la stratégie, donc je vais continuer à travailler dessus, à résoudre des problèmes stratégiques et à analyser l'actualité, les parties de grand maître pour mieux comprendre la stratégie, je viens d'en parler, mes propres parties aussi. Sur les finales, j'avais dit le mois dernier que je ferai un focus sur la différence de qualité, c'est-à-dire les finales avec tour contre cavalier par exemple, ou tour contre fou. Et j'ai pas eu le temps de faire le travail sur les finales spécifiques, ces finales-là. Donc bah, je le reporte, voilà, quand on rate quelque chose, il faut pas l'abandonner, on va le refaire. J'espère retravailler sur ces finales, ou plutôt travailler sur ces finales. Au niveau de mon processus de réflexion, je vais systématiquement. Alors, l'identification des menaces adverses, c'était un axe de progrès qui était vu le mois dernier, et apparemment ça s'est amélioré, donc ça c'est bon, c'est validé. Par contre, il va falloir que je travaille plus sur la recherche d'autres candidats, donc je pense à chaque coup dans mes parties à chercher de nouveaux candidats et à toujours me dire est-ce que j'ai vraiment fait le tour de la question. Le calcul jusqu'à la quintessence, c'était aussi un problème que j'avais identifié le mois dernier et qui a été amélioré, donc je vais faire moins de focus dessus, et par contre je vais faire un focus sur la vérification avant de jouer mon coup. Ça, je pense qu'on a tous ce problème-là où on est nombreux à l'avoir. Il ne faut pas jouer son coup et laisser à l'adversaire l'opportunité de vérifier ce que ça donne. Il faut quand même avoir vérifié soi-même avant de poser le coup. On a le temps de faire ça et il faut le faire et c'est pas si simple. Voilà. Alors au niveau de la psychologie, bon, il y a l'approche calcul, c'est aussi dans le processus, mais tous les plus forts joueurs d'échecs que nous sont meilleurs en calcul que nous, donc il est important si nous voulons progresser d'être meilleurs en calcul, donc ça c'est un axe qui est permanent, l'amélioration dans le calcul, comme la stratégie d'ailleurs, je le présenterai autrement une autre fois. La vision, j'ai vraiment identifié que ma vision était un point faible, donc même si je calcule mieux, je ne vois pas forcément mieux les positions découlantes du calcul pour les évaluer, donc c'est un axe de progrès, il faut vraiment, et donc j'ai l'exercice sur les puzzles en temps non limité. Je vais peut-être mettre aussi en place de l'aveugle, je ne sais pas encore, j'ai essayé, c'est pas très très simple, mais voilà, il y a ce genre de choses à faire. Le travail sur le processus, donc bien focusé sur les candidats et les vérifications. La gestion du temps pour éviter le Zaynote, ça c'est essentiel. Le Zaynote est une faute, j'ai lu ça quelque part, c'est bien vrai, donc il faut pas se retrouver dans Zaynote, ça sert à rien et c'est pas bon. Gérer la pression au niveau psychologique, comment j'ai fait pour gérer cette pression anodine, mais de l'environnement extérieur dont je parlais tout à l'heure et du résultat. Donc un axe, c'est jouer beaucoup. Et je pense que je ferai un autre bilan en janvier sur ce qui s'est passé dans les Open et comment j'ai pu gérer cet aspect-là. Surtout que je crois qu'en Open, il va encore y avoir beaucoup de gens qui vont tourner autour de mon échiquier, donc j'ai cette pression-là aussi à gérer. Et quand j'y arriverai, eh bien, ça aidera forcément à gérer toutes les autres. Et les transitions, j'en ai longuement parlé aussi. Alors c'est dommage, je voulais faire un quart d'heure, je suis encore à 40 minutes, mais j'ai fini, ça c'est plutôt bien. Donc j'ai des axes de progrès, des axes de travail, et bah, j'espère que ces vidéos, pour ceux qui les suivent jusque-là, c'est vraiment très long, mais j'espère que vous trouvez des inspirations pour votre propre entraînement, et j'espère démontrer qu'il est possible de progresser après 40 ans, quand on fait des efforts, quand on a de la passion et de l'envie, on peut toujours
mettre en place des méthodes qui permettent de progresser et d'atteindre ses propres objectifs. Voilà, d'ailleurs, je crois que c'est Bruce Lee, j'ai lu ça aussi quelque part dans un blog cette semaine, un blog d'échecs qui citait Bruce Lee, c'est pas banal, qui disait en gros qu'il n'y a pas de limite, les limites n'existent pas, qu'il n'y a que des plateaux, et il ne faut pas rester sur les plateaux, il faut s'élever au-dessus des plateaux. Donc ça, c'est intéressant. C'est vrai, quand vous êtes quelque part, vous n'êtes pas forcément à la limite, vous êtes juste sur un plateau, et on peut s'élever de ce plateau. On peut en tout cas tout mettre en œuvre pour essayer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, matinée, soirée, tout ce que vous voulez, bonne nuit, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.